Hafedi, vous voulez introduire Euh, non, c'est Khalid. Donc, en tout cas, je souhaite à tous les étudiants la bienvenue. À mon avis, pour aller direct à l'atelier, il vaut mieux commencer. Donc, en tout cas, euh, je suis très content en fait, que cette collaboration avec Injaz Maghreb, alhamdoulilah, a pu donner naissance à pas mal d'ateliers, pas mal de conférences auprès des étudiants. Et tout ça, on le fait au profit des étudiants, que ce soit master ou licence. Et donc, voilà, on est toujours preneur et on fait tout ça donc une bonne et une belle carrière des étudiants, une bonne insertion professionnelle pour eux. Donc, et en fait, je termine par ça. En fait, pour moi, c'est pas la quantité des étudiants qui va faire la différence, c'est plus la qualité des échanges. Et donc, si on est une dizaine, ça gêne pas. Et je vois que petit à petit, il y aura d'autres participants qui vont nous rejoindre. Et merci, Khalid, pour votre engagement. Merci Hafedi, merci aux étudiants qui sont présents parmi nous. Donc là, on fait une séance en 1 h 5 minutes. J'ai un engagement malheureusement à 14h30. Donc l'objectif en tout cas de l'atelier, c'est la recherche d'emploi. Donc le dernier atelier était était axé en fait sur la gestion du temps. Donc la gestion du temps, comme on l'a vu tous, en fait, pour les personnes qui étaient présentes parmi nous, donc la connaissance de soi est un élément important pour pouvoir bien gérer son temps. Donc sa relation avec le temps, elle est extrêmement importante pour pouvoir gérer ses capacités en termes d'importance, des urgences et comment en tout cas communiquer dans un groupe en fait qui doit gérer parfois des projets de façon collective. Donc j'ai voulu aussi en fait parler de la recherche d'emploi parce que c'est en fait la finalité de tout le travail que vous faites depuis les premières années scolaires, le travail que vous faites même aujourd'hui au niveau des licences et des masters. Donc, la majorité d'entre vous, en fait, leur premier objectif, c'est de trouver un emploi. D'autres personnes, éventuellement, d'autres personnes éventuellement seront intéressées par des carrières plus d'entrepreneuriat. Mais en tout cas, en fait, là, cette séance, c'est plus pour la partie recherche d'emploi. Donc, j'ai invité avec nous, donc il y a Madame Zandi. Madame Zandi étant une experte en termes de recrutement, donc elle a une vingtaine d'années dans les RH et plus principalement sur la partie recrutement. Donc, elle a participé, en tout cas, elle a collaboré avec beaucoup d'entreprises, aussi bien dans le service public que dans le privé. Donc des banques, des sociétés d'assurance, l'industrie, les télécoms. Et donc, elle a participé donc, dans des recrutements. Je pense qu'elle doit avoir à son actif un petit millier, ou un peu plus d'un millier de recrutements, si ce n'est pas plus, avec l'OCP aussi. Et donc, l'idée pour moi, c'est de partager avec vous, en tout cas, la synthèse de son expérience et puis vous donner aussi les principales recommandations et les principales, en tout cas, recommandations en termes de recherche d'emploi. Donc, un premier sujet, je pense que vous avez tous, en tout cas, le PDF qui va vous aider à suivre l'atelier. Donc, il y a un premier exercice que vous avez au niveau des pages 112 à 114 qui est un point essentiel. En fait, le marché de l'emploi, comme son nom l'indique, donc vous avez une offre, donc vous offrez en fait votre compétence, votre temps, votre savoir-faire, votre savoir-être à un employeur. Donc, l'employeur, il a donc un besoin.
donc, un besoin. Donc, il exprime son besoin avec des offres d'emploi et vous candidatez en tout cas pour cet emploi. Donc, dans ce marché, vous devez connaître, parce que vous êtes, entre parenthèses, donc la marchandise, vous êtes obligé de vous connaître. C'est-à-dire que vous devez, puisque vous mettez en place en tout cas une offre de service, vous êtes obligé de vous connaître. Donc, c'est très important de connaître en tout cas les gens qui sont dans le commerce, dans le marketing. C'est un élément évident. Nous sommes obligés de connaître notre marchandise pour pouvoir la mettre en valeur et la mettre sur le marché. Et donc, vous êtes la marchandise. C'est un peu trivial comme définition, mais le marché, c'est ça. Et donc, vous devez vous connaître. Et comme ça, vous allez pouvoir mettre en valeur, en tout cas, ce que vous êtes et ce que vous pouvez offrir. Et donc, il y a un exercice, en fait, qui vous permet de vous connaître. Et donc, vous avez la page 112 jusqu'à, donc, il y a une petite évaluation, en fait, une petite évaluation que vous pouvez faire sur la page 115 et 116. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vous laisse faire en tout cas cette évaluation. Mais le plus important, c'est dans se connaître, c'est quoi? C'est en fait connaître vos capacités, en fait, ce que vous êtes sur un volet, pas sur les volets de communication, là, sur la motivation principale qui vous guide. Et donc, vous avez en fait globalement 5 ou 6 types, en tout cas, de, 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 de motivation, de moteur. Vous avez le réaliste, donc vous pouvez être le réaliste, vous pouvez être l'investigateur, vous pouvez avoir un penchant pour plus un profil artistique, un profil social, un profil entrepreneur. C'est pas bijectif, c'est pas une relation un à un. C'est que on peut pas résumer une personne à quelqu'un qui est réaliste ou investigateur. Généralement, nous sommes tous un peu de tout ça, mais nous avons un profil dominant. En fait, ce profil, quand on est à l'aise, on est plus, enfin, quand on n'est pas sous stress, le profil dominant en fait de la personnalité, ça va être soit le réalisateur, soit l'investigateur, l'artiste, ainsi de suite. Mais vous êtes aussi un peu de tout ça. Donc là, l'homme ne peut pas être résumé à un mot. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, c'est important, mais c'est important quand même de voir le profil dominant. Donc, le réaliste, c'est globalement l'ingénieur. Où je peux trouver l'exercice. Donc, vous l'avez en page 115-116. Alors, je me connecte. Voilà, donc vous allez remplir donc, le questionnaire. Vous avez la question de 1 à 20. Et donc, si vous êtes oui, en fait, donc de l'item 1 à 3, vous êtes plutôt réaliste, ainsi de suite. En fait, vous avez, en tout cas, les définitions et comment, en tout cas, sur la page 116, comment vous pouvez, en fait, retrouver l'introspection, en fait, de votre profil dominant. Voilà. J'espère que j'ai... D'accord, ok, très bien. Donc, l'investigateur, donc, c'est plus quelqu'un en fait qui recherche des solutions, en fait, qui se pose des problèmes et qui recherche des solutions. C'est plus un profil de mathématicien, biologiste, pharmacien, en fait, technicien, apprenti, ainsi de suite. Donc, le réaliste, c'est plus quelqu'un d'ingénieur, en fait, qui va trouver une problématique et il a les moyens, en tout cas, les outils pour pouvoir résoudre le problématique. Donc, il va donc, utiliser les bons moyens pour traiter le sujet. Donc, c'est ça globalement, en fait, le profil d'un réaliste qui est tiré par la réalité. Il n'est pas tiré, donc il va chercher des solutions pragmatiques.
Il ne va pas chercher ni des problèmes complexes à résoudre. Il va chercher d'abord, même si les problèmes sont complexes, il va les simplifier. En fait, c'est ça un profil réaliste. Un profil artistique, il est plus tiré par donc, tout ce qui est artistique, donc tout ce qui est création. Donc, ça peut être un acteur, comédien, compositeur. Donc, c'est plus un profil qui va imaginer, trouver, en fait, créer. Voilà. En fait, c'est pas trouver des solutions à des problématiques. L'artiste, c'est quelqu'un qui crée des choses de presque rien. Et donc, il ne répond pas à des problématiques, il crée. Voilà, en fait, et donc, vous pouvez avoir en fait un profil dominant de ce type. Le sociable, c'est plus quelqu'un qui va être plus orienté vers l'interaction humaine, donc plus d'empathie, plus d'interaction avec les personnes. Et c'est ça son moteur. Et c'est ce qu'il va rechercher. En fait, c'est ce qui donne du sens à son travail ou à sa vie. Donc, c'est généralement des gens qui vont être soit des assistants sociaux, en fait, des infirmiers, ou là, on va dire, les bibliothèques, en fait, ou en fait, tout ce qui est service public, voilà, en fait, enseignants. Donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va chercher plus à entreprendre. C'est-à-dire qu'il va plus se réaliser par ce qu'il réalise. En fait, je l'explique. C'est que le sens de la vie pour lui, c'est ce qu'il va réaliser en tant qu'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas la société globalement, en tant que c'est pas une société ou une compagnie ou une entreprise, c'est tout ce que je vais créer euh, je, avec une certaine énergie, de l'ambition. Donc, il a un projet. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un projet et qui va faire tout pour le réaliser. Ce projet peut être économique, d'un sens économique, ou là, il a un sens social, ou il a un sens personnel, mais c'est des gens qui ne, en fait, leur vie dans leur tête n'a de sens que s'ils réalisent des projets. Et donc, c'est des personnes généralement qui vont, même quand on a une problématique d'entreprise ou une problématique technique, il va d'abord l'avoir en tant que projet. Il ne va pas l'avoir comme étant un problème à résoudre, là, une succession de tâches. Bon, enfin, pour lui, c'est un projet qui a du sens et l'objectif. Donc, il va se positionner sur l'après et comment faire, comment arriver à la réalisation du projet, pour lui, ce n'est pas important. C'est plutôt le réaliste qui va se poser ces questions. La première étape, la deuxième étape, ainsi de suite. L'entrepreneur, pour lui, se projette. Il va faire une entreprise, par exemple, l'entrepreneur quand il va créer une entreprise, il ne voit pas les dangers, les risques. Ce n'est pas ça le plus important pour lui. Le plus important, c'est qu'il voit que cette entreprise, demain, elle est créée, il emploie 12 personnes, il a une rentabilité, je dis n'importe quoi, de 15%, et il dégage mensuellement, là, annuellement, 1 million de dirhams. C'est ce qu'il va voir. Le chemin, il ne va pas le voir. Le plus important pour lui, c'est de se mettre en action pour pouvoir le faire. Et les problématiques, il va les résoudre en leur temps. Il ne va pas anticiper la réalisation de ces problématiques. Donc, moi, les profils d'entrepreneurs, en tout cas, moi, les principaux, donc, et puis, en fait, le dernier profil, le conventionnel. Le conventionnel, c'est quelqu'un qui est pour lui, son sens dans la vie, c'est d'être juste, c'est que les interactions soient justes, c'est qu'il a un cadre moral extrêmement élevé. Moral dans le sens donc social, pas moral dans le sens philosophique. Et donc, c'est généralement des gens qui vont être soit comptables, soit greffiers, soit enfin, ils vont être dans des activités plus d'administration, de la justice pour la société que dans d'autres types de métiers. Donc, comme je l'ai dit, on n'est pas que réaliste ou artistique, on est parfois plusieurs à la fois, avec peut-être un
très plus que d'autres en fait, qui sont en fait, dominants. Euh, voilà. Donc, pour revenir en tout cas à la recherche d'emploi, le plus important, c'est de se connaître, mais aussi de connaître en tout cas le besoin de l'entreprise. Généralement, les entreprises, ils arrivent à décrire de façon extrêmement lucide et bien faite leur offre d'emploi. C'est-à-dire que toutes les offres qu'on voit sur Internet, généralement, on a un descriptif assez clair en fait, de ce qui est attendu. Et les formations que vous faites aujourd'hui au sein des universités, des écoles, vous permettent en tout cas de pouvoir bien décortiquer avec le besoin, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand on dit, en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui est dans des compétences élevées sur la comptabilité des entreprises, donc ça, c'est très bien, on le sait. Et d'ailleurs, même pour ça, on donne des diplômes et des notes et parfois des certificats. Donc ça, c'est extrêmement codifié. Et tout le système de l'enseignement, il vise en tout cas, et de formation, il vise à codifier et d'associer les besoins d'entreprise aux compétences des personnes. Parfois, ce qui n'est pas codifié, c'est les compétences de savoir-être. Elles ne sont pas parfois énormément, enfin, bien codifiées. Donc, c'est pour ça que les entreprises font des évaluations, ce qu'on appelle des évaluations psychologiques ou la comportementale. Donc, la plupart des entreprises, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de totalement normal. La majorité des entreprises vont vous demander de faire un test. Ce n'est pas un test technique, parce que le test technique, le diplôme l'a fait, et que quand vous avez une licence, une maîtrise sur un sujet, on considère que l'université, l'école qui vous a donné ce diplôme, elle a vérifié si vous avez ces compétences techniques ou pas. Par contre, d'autres compétences, j'ai n'importe quoi, quand on veut avoir un commercial, qu'on veut mettre en fait, dans une direction de vente, il va donc superviser donc, les ventes d'un produit. Et c'est des compétences que ne donne pas en fait l'université. C'est des compétences, parfois, il y a des formations, on l'a par la vie, en fait, par son background est là, par, par, par ce savoir-être et par les expériences qu'on a quand on était petit, ou là, par les stages qu'on a fait, et par la capacité de se connaître soi-même. Et donc, on peut avoir des gens qui ont fait des super masters au niveau marketing, mais quand on va les mettre au niveau de poste pour pouvoir vendre des produits, ils ne sauront pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas la fibre sociale. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le S, la sociabilité, endo, narsa. Et donc, quand tu as la sociabilité qui est très faible, que vous êtes quelqu'un d'extrêmement introverti, donc je peux pas vous, en fait, on ne peut pas vous mettre devant en fait, des clients, soit physiquement ou par téléphone. Pourquoi? Parce que ça va vous demander énormément d'efforts. Vous pouvez le faire en 1 heure, 2 heures par jour, mais ça va vous demander énormément d'efforts pour pouvoir le faire 8 heures, 10 heures par jour. Et donc, c'est ça parfois qui crée des problématiques entre la formation qu'on a et ce que demande l'entreprise. Donc, l'entreprise demande des formations techniques, mais pas que. Elle demande des savoir-être. Et donc, ce qui sont classifiés sur le RIASEC. Enfin, résumé dans le RIASEC. Et donc, ce que font les entreprises, ils demandent à des sociétés de faire une évaluation psychologique ou la comportementale aux candidats. Et généralement, parfois, ce que n'arrivent pas à comprendre les gens, je peux être premier sur le master marketing et pour un poste de direction des ventes, je peux ne pas être, donc je ne peux pas valider le poste parce que je n'ai pas les compétences de savoir-être pour pouvoir donc accéder à ce poste. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est moyen techniquement au niveau marketing et commercial et qui peut épouser parfaitement, en tout cas, ce poste. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions.
je suis ouvert aux questions. Alors, peut-être que je vais interpeller Nouhaila, peut-être, ou la Hamza. Pas de question pour moi. Tout est clair. Merci. Très bien. Donc, peut-être que je vais donner la main à Madame Zendi, si elle peut apporter plus de précision sur ce que je viens de dire. Parce que là, et là, et là, et là, et là. Vous m'entendez? Excusez-moi, en fait. Ah oui, oui, en fait, j'étais en train de parler dans le vide. En fait, donc, je disais, est-ce que je demande à Madame Zendi si elle peut intervenir pour peut-être éventuellement compléter ce que je viens de dire. Bonjour à tous. Je suis très contente de pouvoir participer à cet atelier. J'espère en tout cas apporter quelques précisions, peut-être quelques informations et partager avec vous un peu en fait, le fruit un peu de ce que j'ai vu lors de mon expérience professionnelle. Je rejoins donc ce que disait Monsieur Ait Ben Yahya. Il y a une règle, comme pour toute chose d'ailleurs, c'est vraiment se connaître, connaître son produit, connaître ce que l'on propose, donc en restant un peu sur notre thématique qui est la recherche d'emploi, et puis surtout sur cette première phase sur laquelle nous sommes, donc voilà, préparer un peu sa démarche. Si je peux aussi souligner quelque chose, il faut vraiment prendre cette recherche d'emploi comme un projet en soi. Et donc, ce projet, on peut appliquer toutes les règles de gestion de projet que nous connaissons, qui sont valables pour tous les sujets d'ailleurs. Et donc, parmi ces étapes, en fait, c'est toute la préparation, c'est toute la phase qui viendrait en amont de préparation et dans laquelle, en fait, intervient cette partie de connaissance de soi. Parce que c'est ce qui va nous permettre de cibler, de faire un meilleur ciblage et une meilleure, en fait, un meilleur ciblage de ce que l'on recherche. Ça va nous permettre aussi après de préparer, de pouvoir mettre en avant tout ce que l'on sait, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on peut mettre en avant, tout ce que l'on peut vendre. Monsieur Ait Ben Yahya en parlait aussi aujourd'hui. Vous avez certainement dû le voir à travers votre parcours. On met énormément en avant aujourd'hui tout ce qui est soft skills. Parce qu'effectivement, tout ce qui est technicité et hard skills, aujourd'hui, l'école, l'université s'en charge. Mais tout ce qui est soft skills, malheureusement, c'est peut-être des aspects que l'on nommait un peu lors de notre parcours, mais qui vont faire toute la différence une fois sur le marché du travail, puis de toutes les façons sur la vie d'une manière générale. Et donc, effectivement, il le disait tout à l'heure aussi à juste titre, à fait, diplôme égal, peut-être deux personnes n'auront pas les mêmes chances pour prendre en charge une mission. Pourquoi? Parce que la différence, elle sera apportée en fait par notre comportement, ce qu'on appelle aussi les soft skills.
La bonne nouvelle aussi dans l'histoire, c'est que ce sont des choses aussi que l'on peut travailler facilement. C'est vrai que tout à l'heure, il vous a été évoqué un peu un ensemble de styles entre l'entrepreneur, l'artiste, le sociable, etc. Effectivement, on peut avoir un peu de tout, hein, de toutes ces facettes avec une dominance. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'on peut travailler tout. Tout reste travaillable aussi. Mais par contre, il faut le connaître, il faut pouvoir l'identifier. Voilà, je pense que à ce stade, en tout cas, de ce processus de recherche d'emploi, cette phase qui viendrait en amont est vraiment très importante parce que c'est ce qui va vous permettre par la suite, en fait, de tracer en fait le schéma qui va suivre et toutes les étapes. Voilà, c'est vraiment la base, il faut bien la maîtriser, il faut bien la travailler. Alors, M. Itbeni a utilisé tout à l'heure la marchandise. C'est vrai que c'est un peu brut comme expression, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et donc, mieux on se connaît, mieux on maîtrise qui on est, mieux on connaît toutes les facettes de notre produit, du produit que nous sommes, mieux on va se préparer pour cibler, pour bien se vendre, pour bien se marketer. Très bien, merci Madame Zendi. En fait, je pense que, en tout cas, ça permet de mettre du relief, en tout cas, à la discussion, à l'atelier, en tout cas, à l'importance, en tout cas, des soft skills. Donc, il y a un deuxième sujet. En fait, comme l'a dit Madame Zendi, effectivement, tout est travaillable. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas travailler. On peut travailler sur soi, on peut changer si on le veut. Il faut juste savoir si on le souhaite ou pas. Premier sujet, ça c'est si on veut changer. Le deuxième élément qui est, à mon sens, extrêmement important, c'est que quand on se connaît, je dis n'importe quoi, on se connaît, je suis un profil, donc entrepreneur. Quand je me connais en tant que tel et je veux rester entrepreneur, on peut tirer le maximum, mais vraiment le maximum de ses compétences, des soft skills, parce qu'on en a tous. Le plus important, c'est l'adéquation entre les soft skills et ce qu'on choisit comme carrière. Si j'ai un profil entrepreneur, je dois choisir des métiers, soit un poste d'entrepreneuriat, où là, je dois créer mon entreprise et je dois aller dans l'entrepreneuriat. Si je suis un profil artiste, je dois partir sur des métiers et des postes qui demandent cette compétence d'artiste et pas sur autre chose. Et donc, les malheurs de carrière que nous avons, que vous pouvez avoir et que j'ai vu, moi, en tout cas, par mes propres yeux, ce sont tous des malheurs liés à une croyance forte qu'on avait et qu'on a toujours, c'est que la formation technique fait la carrière. Ce n'est pas vrai. La formation technique est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Son profil et son style de personnalité peut être, il faut le voir, il peut être un excellent atout. Le seul bémol, c'est qu'il faut choisir des carrières qui sont en phase avec son style de personnalité. Moi, juste à titre d'exemple, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui ont un profil artiste, ils sont tout le temps tête en l'air, il a besoin de créer des choses, non? Et qui choisissent des profils, en fait, des carrières de comptables, de financiers. Et c'est des personnes qui démarrent généralement
très bien leurs premières années de carrière, mais ils évoluent jamais. Voilà. Pourquoi? Parce que ce qui est demandé après, c'est d'autres compétences, c'est d'autres profils, c'est d'autres soft skills qu'il n'a pas de base et qu'il ne souhaite pas développer. Et donc, le démarrage était mauvais. Le démarrage était bon parce qu'il a trouvé un job, mais la suite est mauvaise. Voilà, donc ça, c'est important. Ça, c'est en fait la façon globale. Le deuxième élément, je pense qu'on est d'accord. Donc, je vais prendre peut-être un engagement aussi avec Madame Zandi. Donc, il y a énormément, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a énormément d'outils qui vous permettent de connaître vos soft skills, donc d'outils d'évaluation. Il y a des outils qui sont payants et d'autres qui ne le sont pas. Je vais essayer d'envoyer, je vais organiser avec Soumia peut-être faire une recherche en fait d'outils qui ne sont pas payants et je vous les envoie. Je vous envoie aussi peut-être éventuellement les outils qui sont payants. Il y a des outils qui ne coûtent pas très cher. Je n'ai pas les prix en tête, mais je sais que ça ne coûte généralement, parfois ça ne coûte pas très cher. Donc, je ne sais pas si Madame Zandi, on peut prendre cet engagement-là. Bien sûr, avec plaisir. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, ça en vaut la peine en tout cas. C'est une étape très importante. Ce qu'essayait de dire Monsieur Aït Ben Yahya, en fait, c'est comment maintenir en fait, la flamme en nous et ces yeux qui vont briller et cette énergie qui va faire que tous les matins, on va se lever pour aller, pour aller accomplir un peu sa mission et garder surtout l'envie et cet épanouissement. Ce qu'il a voulu aussi dire, en tout cas, et que je trouve vraiment intéressant, on peut à la limite, on peut effectivement trouver un boulot quand on a un diplôme, mais par contre, il est difficile en fait d'évoluer, de garder l'envie, de trouver en fait un épanouissement. Encore plus pour les générations que vous êtes, où le plaisir est important, il prend de plus en plus de place dans nos vies, où cet équilibre vie professionnelle, vie privée est important, où on a autre chose que le travail dans sa vie. Donc effectivement, cette notion d'aller vraiment vers des métiers qui vont nous permettre justement de maintenir cette flamme et cette énergie. Donc, tout cet exercice est important. Et il vaut mieux effectivement aller vers des choses que l'on aime faire. Généralement, on réussit mieux, on réussit plus facilement. Et les outils, oui, il y a une multitude d'outils aujourd'hui. Je ferai aussi un travail avec M. Aït Ben Yahya, peut-être pour dresser une liste d'outils que vous pouvez consulter et qui peuvent aider pour se connaître, pour aussi connaître un peu là où on a le plus de... là où on a le plus de penchant, vers quoi on a plus de penchant, là où on est le plus prêt à nous investir. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Merci Madame Zandi, effectivement. C'est Khalid, si vous permettez, je me permets d'apporter un petit témoignage et en même temps, je poserai quelques petites questions, espérant que ça va éveiller les étudiants qui sont présents pour réagir avec nous. Donc d'abord, je tiens à vous remercier par rapport à ce que vous avez apporté comme élément d'information, surtout la notion de projet que Madame Zandia a évoqué. Effectivement, les étudiants doivent prendre ça comme un cheminement. C'est pas, en fait, c'est un travail sur soi. Et l'aboutissement, effectivement, c'est l'emploi qu'ils vont pouvoir décrocher, Inch'Allah, dans les mois à venir. Alors, je pense que, je prends le cas de notre faculté, la faculté des sciences psych. Je pense que l'un des points essentiels que les étudiants doivent se poser comme question, c'est comment se faire pour se démarquer. Parce qu'assez souvent, en tout cas quand j'enseigne l'entrepreneuriat aux étudiants, quand on leur demande de se présenter,
assez souvent, ils se présentent toujours de la même manière, c'est copier-coller. Et à chaque fois, ils rappellent, voilà, nous avons une licence. Et quand on les entend un à un, ben, ils répètent la même chose. Et ça, ça soulève un point, c'est que comment faire, et en même temps, je pose des questions, alors, comment faire pour se démarquer par rapport aux collègues qui font partie de la même promotion. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième, c'est qu'on est en train de parler de soft skills. J'aimerais savoir, donc je me mets à la place des étudiants, est-ce qu'on pourrait prioriser pour dire quels sont les soft skills qui sont nécessaires déjà pour décrocher une première opportunité. Et là, je parle principalement d'un premier entretien, parce que le premier défi que rencontrent les étudiants, c'est comment décrocher un premier entretien pour aller vers l'entreprise, pour se présenter, et à partir de là, il faut réussir l'entrevue. Donc ça, c'est aussi un élément. Peut-être troisième remarque, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de projet, le projet dépend aussi du contexte. Et le contexte que nous vivons aujourd'hui est très difficile. Je parle principalement de la pandémie qu'on est en train de vivre. Espérons que ça va passer, Inch'Allah, rapidement. Et donc, par rapport à ce contexte actuel, que faut-il changer par rapport à sa stratégie, par rapport à sa démarche? Je parle toujours de ce projet de décrocher un boulot. Que faut-il changer aujourd'hui? De quoi faut-il s'armer pour pouvoir décrocher un boulot dans ce contexte actuel? Un autre point, c'est que aujourd'hui, je pense que l'une des failles qui fait que beaucoup d'étudiants échouent à décrocher un boulot, c'est cette demande qui est un peu généraliste et générale et qu'on envoie à tout le monde. Alors que généralement, quand on veut postuler pour un poste, il y a besoin de faire quand même un minimum de recherche. Et donc, j'aimerais que vous parliez un peu de toute la recherche préalable qu'on doit faire. Parce que généralement, moi, j'en ai vu des gens qui peuvent aller même faire des recherches sur celui qui va leur faire l'entretien, chercher sa page LinkedIn, essayer de voir un peu s'il y a des affinités. Et croyez-moi que ça peut être un levier de manipulation dans l'autre sens. Ça veut dire que celui qui va être celui à qui on va passer l'entretien, ben, s'il est bien préparé, il peut vraiment manipuler l'entretien dans le sens positif et voilà, faire valoir un peu son profil parce qu'il va sortir certains éléments qu'il a pu bien préparer à l'avance. Donc, la partie recherche préalable, j'aimerais aussi que vous en parliez. Et voilà, peut-être une dernière remarque. Assez souvent, les étudiants, ils lâchent prise très rapidement. Ça veut dire qu'ils vont postuler 2, 3, 4 fois et après ils se disent j'ai pas eu de réponse, je pense pas que ça va aboutir, ils vont arrêter. Alors j'aimerais que vous leur donniez un peu de votre expérience. Il faut savoir que il y a une règle générale, c'est que il faut postuler peut-être une cinquantaine de fois pour pouvoir décrocher une opportunité. Et ce rapport-là entre le nombre de fois il faut postuler et ce qu'on peut décrocher, il faut que les étudiants sachent que ça ne vient pas du premier, c'est pas je fais un premier test et ça va aboutir. Donc voilà, par rapport à mes remarques, Merci. et merci. Effectivement, je pense que c'est des questions extrêmement importantes et ciblées. En fait. Donc, moi, je vais prendre le soin de répondre à 2 ou 3 questions et peut-être Madame Zendi peut compléter ou répondre aux autres questions un peu plus qui requièrent un peu plus d'expertise. Moi, je veux vous dire une chose, en fait, en tant que manager, et pour avoir en fait eu à traiter ces problématiques de recrutement avec plusieurs de mes collègues dans d'autres banques, dans d'autres secteurs. L'emploi, c'est pas ce qui manque. Et ça peut être bizarre quand je le dis. Les postes en fait, c'est pas ce qui manque. Moi, personnellement, dans mes directions, j'ai 10 postes aujourd'hui qui sont sur le marché. Il y a 5 ou 6 postes à peu près qui concernent des personnes qui sont en démarrage d'activité, mais je n'arrive pas à les trouver. Et je pense que je vais répondre un peu à vos questions. Le problème que nous avons au Maroc, c'est que
les formations techniques sont excellentes. Il n'y a aucun problème. Comme je le dis, en fait, et on s'amuse à le faire avec mes collègues, j'ai fait des maths jusqu'à un niveau extrêmement poussé. Ça m'a aidé à structurer ma façon de réfléchir, mais je ne dépasse pas la racine carrée dans mon travail. Je ne l'ai jamais utilisé. Juste pour vous dire que le monde de l'entreprise, la majorité des emplois ne demandent pas un niveau de technicité extrêmement élevé. Ils demandent une tête bien faite. Et la tête bien faite, c'est la faculté qui la donne. C'est l'université, ce sont les écoles. Ça, quand vous avez une licence, quand vous avez un don, il n'y a aucun problème. Je reviens à dire les soft skills, parce que pour moi, je vous donne juste un exemple. J'ai un exemple, en fait, j'ai un poste ouvert en fait, dans les entités que je gère, qui est un contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a fait de la compta, de la finance, et il a fait du contrôle de gestion, de la comptabilité analytique, ainsi de suite. Ça, les formations, on a beaucoup, en fait, les diplômes, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'entreprise, l'une des qualités que je recherche, la première qualité, c'est la sociabilité. Parce que le contrôleur de gestion que j'ai dans mon entreprise, dans mes équipes, il doit avoir la capacité à négocier les inputs de son travail avec les comptables, avec les marketeurs, avec une dizaine de responsables dans l'entreprise. S'il n'a pas ces capacités de communication, s'il n'est pas exigeant avec lui-même, s'il n'arrive pas, s'il a peur en fait, du contact avec les personnes, il ne pourra jamais réussir son entreprise, son poste, même s'il a un niveau de technicité élevé. Pourquoi? Parce que le contrôleur de gestion ne peut pas travailler tout seul. Il est obligé de travailler avec 10 à 12 personnes. Pratiquement toutes les semaines, il doit les voir pendant 1 heure ou 2 heures. Donc, c'est ça la vraie problématique. Et quand donc, toutes les entreprises passent des entretiens, en tout cas, pour des postes, je demande des évaluations psychologiques et comportementales. Et quand je trouve qu'il y a une personne qui n'a pas les compétences comportementales pour le poste, je ne peux pas la prendre, même si elle est qualifiée techniquement. Donc ça, c'est... sur la partie, donc la première question, c'était comment se faire pour se démarquer. Pour se démarquer, la première des choses, quand on se présente, il ne faut jamais se présenter, on n'est pas réduit à un diplôme. Les étudiants, vous n'êtes pas un diplôme. Sinon, les diplômes, vous n'êtes pas réduit à un diplôme. Vous êtes des humains, des êtres humains. Vous avez une qualification technique, oui, mais vous êtes une personne. Je suis Khalid Etzbihia, j'ai 52 ans. Ma première passion est la cuisine. Quand je me présente avec des amis ou même dans d'autres entreprises, ma première passion, c'est la cuisine. Je le dis. Je suis cuisinier. Le week-end, je fais la cuisine. Si vous avez des passions, partagez-les avec les personnes. Dites ce que vous êtes. Soyez honnête, ça c'est important. Vous avez tous des passions. Si vous avez une passion pour la musique, dites-le, c'est important. C'est ça ce qui va vous différencier. Dites ce que vous êtes réellement. Le diplôme fait partie de ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas réduit à un diplôme. C'est ce qu'on recherche. Dites ce que vous êtes, ce que vous faites. Ça, c'est extrêmement important. Si vous voulez vous démarquer, soyez juste honnête. Présentez-vous tel que vous êtes. Ça, c'est important. Il y a une question qui concernait le Covid. Donc, le Covid, effectivement, en fait, aujourd'hui, le marché est très serré, mais on continue, en fait, la majorité des entreprises continuent à recruter. Et vous avez peut-être, vous les jeunes, une chance ou là, une occasion, et je vais l'expliquer, c'est quoi? Les entreprises, la majorité des entreprises, et c'est un mouvement qui est en réflexion au niveau de la CGM, au niveau de pas mal d'entreprises. Donc, vous savez que quand vous avez quelqu'un qui a plus de 10 ans, là 15 ans, il coûte très cher par rapport à un jeune qui vient
qui vient en fait, de l'école. Donc, quelqu'un qui a 15 ans avec le même poste, peut-être qu'il va toucher 15 000 dirhams, alors que pour le même poste, je vais recruter quelqu'un qui va me coûter 7 000 dirhams. Donc, il y a un programme qui est de favoriser le recrutement des jeunes. C'est-à-dire que une grande majorité des entreprises font des arbitrages vers du primo expérience avec des jeunes. Ça permet en tout cas d'être plus rentable. Deuxième sujet, quel que soit le contrat qu'on vous propose, acceptez-le. Parce que j'ai vu en fait des personnes, des jeunes, on leur propose un contrat à durée déterminée d'il y a 2 années ou 1 année, sur les non, je veux un contrat, un CDI. Vous êtes jeune, vous n'avez pas encore d'expérience. Quel que soit le contrat qu'on vous propose, prenez-le. Quel que soit le poste qu'on vous propose, s'il vous convient, quel que soit le salaire qu'on vous propose, s'il vous convient, prenez-le. C'est dur ce que je vais dire. Quel que soit le salaire qu'on vous propose, si c'est pour un poste que vous aimez, prenez-le. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous n'avez pas de l'expérience. L'expérience, c'est de l'argent. L'expérience, c'est de l'argent. Quand vous avez une bonne expérience dans un poste que vous êtes dans, vous pouvez le rentabiliser, vous pouvez le mettre sur le marché comme vous le souhaitez. Il y a une statistique qui a été faite il y a 2 ou 3 années. Le facteur multiplicateur du salaire entre la première année et la 4e année, il est à peu près de 1,3 à 1,4. C'est-à-dire que quand vous démarrez par un salaire de 1000 dirhams, par exemple, au bout de 4 années, vous allez gagner 1500. En fait, c'est à peu près voilà, vous avez la moitié de votre salaire au bout de 4-5 années. Quand vous faites ce que vous pouvez même le doubler parce que l'expérience a fait bonifier. Il y a d'expérience, il y a le savoir-être, il y a les soft skills. Parce que les soft skills, même si je peux faire des cours, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation, c'est le day-to-day qui vous permet d'évoluer au niveau des soft skills. Je pense que je vais donner la main à Mme Zendi pour ensuite compléter sur les autres questions. Oui, alors effectivement, et je reprendrai peut-être les points de M. El Hafidi Anna. Vous aviez parlé, en fait, la première question était comment se démarquer. Alors, moi, ce que je conseille aux candidats, il se trouve d'ailleurs qu'il n'y a pas, voilà, il y a moins de 2 mois, j'ai travaillé sur une mission où justement je devais rencontrer des jeunes diplômés. C'est un peu compliqué parce que, et je rejoins ce que disait Monsieur Ait Ben Yahya, on le sait très bien, c'est un jeune diplômé. Elle est techniquement parlant, il n'a rien encore, il n'a pas en tout cas grand-chose à me proposer moi en tant qu'entreprise. Mais par contre, ce que j'attends et ce que je veux et ce qu'il doit me présenter justement et ce qu'il doit me laisser comprendre lors de cet entretien, c'est la personne qu'il est, c'est le potentiel qu'il pourrait avoir en lui. D'une manière un peu plus brute, encore une fois, et je m'en excuse, qu'est-ce que je peux faire de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a à m'offrir? Qu'est-ce que je peux faire d'elle? Comment est-ce... Donc, et voilà, et ça m'amène aussi, alors, un des conseils que je leur donne, parce que avant même que voilà, moi je suis recruteur, avant que je ne reçoive la personne, et c'est ce que je dis aussi aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, j'ai vu le CV, j'ai pris note en fait, j'ai pris connaissance des principaux éléments, donc je sais s'il a un bac plus 5 ou bac plus 3, si c'est en comptabilité ou marketing, donc à la limite, toutes ces informations, je les ai. Mais par contre, je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Et le plus simple pour s'y prendre, c'est raconter son histoire.
vraiment le plus simple. Et d'ailleurs, j'invite moi les candidats des fois à le faire. Je leur dis, dites-vous que vous parlez à quelqu'un, en fait à un ami, et que vous êtes en train de lui raconter votre histoire. Vous avez fait telles études, vous avez étudié ça, vous avez apprécié telle matière, vous avez participé à tel stage. Donc vraiment, pour rendre les choses authentiques, très simple aussi, c'est raconter son histoire ouvertement, d'une manière la plus simple possible, mais la plus authentique, parce que là, ça nous permet de toucher et de comprendre la personne. À la limite, moi, ce qu'il y a sur le CV, je le connais déjà. Plus encore, en fait, au-delà du discours, effectivement, qui est à la limite, c'est du copier-coller que vous retrouvez chez tous les candidats et c'est dommage. C'est même les CV aujourd'hui avec Internet qui effectivement facilite énormément les choses et tant mieux. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on ne fait plus aucune, voilà, on laisse aucune initiative privée, personnelle, pardon. Donc, on retrouve, moi je vous assure, des fois, aujourd'hui, je peux reconnaître l'école à travers le CV parce que pratiquement toute la promotion, elle a copié le même CV et c'est dommage. Ce que nous propose l'école ou la formation, c'est une trame à suivre, mais laissez-vous vous exprimer à travers même cette présentation du CV. Donc, pour revenir, alors vraiment, comment se démarquer, c'est être soi-même et être très simple et raconter son histoire. Bien évidemment, alors plus on a d'informations, plus on a été préparé à cet entretien, mieux c'est, parce qu'on on a déjà quelques éléments d'information qui nous permettent aussi d'orienter, parce qu'on a deux démarches. Alors, soit on peut rester généraliste, alors pour ne pas aller sur des terrains que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, moi je postule, j'ai envoyé une candidature spontanée, il n'y a pas forcément d'offres, je n'ai pas beaucoup d'éléments d'information sur la structure, sur le poste, je reste plus généraliste et donc le maximum en fait, l'essentiel, je l'oriente vers moi en tant que personne, ce que j'ai fait, ma formation, mon petit parcours. Et encore une fois, en racontant son histoire. Quand on a effectivement plus d'informations sur le poste ou là sur notre interlocuteur, à la limite, oui, on peut effectivement… moi, j'utiliserai pas le terme de manipulation, mais c'est juste, on est dans une relation commerciale, qu'on le veuille ou non. Il y a quelqu'un qui… En fait, on est le recruteur, nous proposons… En fait, nous avons un besoin. Vous êtes candidat, vous proposez en fait une candidature. Notre intérêt à nous deux, c'est de trouver un terrain d'entente et que tout le monde soit gagnant. Moi aussi, en fait, ce n'est pas de la manipulation quand je pose certaines questions, quand je cherche à en savoir un peu plus. Absolument pas du tout. Ou là, c'est les pièges. Non, c'est plus j'ai envie de connaître la personne qui est en face de moi. Ce n'est ni plus ni moins. Ce que je conseille aussi aux candidats, quand vous allez, par exemple, en entretien, et pour juste baisser un peu la pression qui peut être des fois très bloquante, oubliez l'instant, la finalité qui est de décrocher le poste. Par contre, concentrez-vous sur plutôt le moment de l'échange. Dites-vous que c'est un moment d'échange. Je rencontre quelqu'un, c'est l'occasion pour moi pour exposer ce que je suis. Et donc, c'est un exercice en soi. En fait, l'entretien, c'est déjà un exercice de préparation en soi. Il peut peut-être me servir pour cette opportunité, comme il peut me servir comme préparation à d'autres opportunités. C'est aussi une occasion de rencontrer quelqu'un, d'échanger des idées avec une autre personne, d'avoir des informations. C'est une ouverture vers quelque chose de nouveau pour moi. Donc, si on peut juste rester concentré sur ce moment d'échange
Des fois, voilà, ça détend, comme je vous l'ai dit, hein, ça détend déjà l'atmosphère et cette pression, elle baisse plutôt que de rester focalisé sur est-ce que je vais avoir le poste ou pas. Non, oubliez un instant la finalité qui est décrocher le poste, mais plutôt c'est je veux faire bonne impression, je suis en train de connaître quelqu'un, je suis en train de découvrir un monde, je suis en train de découvrir une entreprise avec son activité. Et puis voilà, et puis surtout, pas hésiter à poser des questions. Ça, c'était par rapport au premier point. Excusez-moi, Madame Zendi, je veux juste compléter par rapport à ce sujet. Moi, j'ai deux recommandations. La première recommandation, respectez en fait celui qui est votre interlocuteur. C'est-à-dire que s'il vous a donné du temps, si c'est 15h, c'est 15h, 15h05, c'est 15h05, parce qu'il vous donne du temps. Donc, respectez-le parce qu'il vous a donné ce temps. Et respectez-le. C'est-à-dire que si vous avez recherché en fait son profil là-dedans, pour moi, c'est une marque de respect parce que vous avez essayé de connaître votre interlocuteur. Respectez en fait la façon, respectez aussi l'entretien en vous habillant bien, en étant en fait donc à l'heure et les documents, si vous avez des documents, il faut les présenter proprement avec beaucoup de respect. Et c'est comme ça qu'on peut avoir aussi du respect en fait du recruteur. Le dernier sujet, si vous faites une évaluation, si on vous demande de faire une évaluation, demandez le compte rendu de l'évaluation. C'est votre droit. Et posez les questions. À chaque fois que vous avez des questions, posez les questions. Poser des questions, ça veut dire qu'on a intérêt pour l'entreprise, qu'on donne de l'intérêt pour la démarche. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de performer pour les prochaines fois. Même si on ne vous pose pas, est-ce que vous avez des questions ou pas, mais posez-les, prenez le temps de les poser. C'est extrêmement important pour vous. Merci. Exactement. Et puis surtout, hein, vraiment, surtout, gardez en tête que si ce n'est pas le cas de la part du recruteur, et ça serait dommage, imposez-le à votre manière. Voilà. Vous êtes dans un échange win-win. Lui, il recherche une compétence, vous proposez cette compétence. Et donc, déjà, rien que quand on est sur cet état d'esprit, on est un peu plus apaisé, on est plus cool, on est plus serein. Donc, on arrive à parler de soi, à se présenter. Et puis, encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Racontez juste votre histoire de la manière la plus simple possible, la plus authentique possible. Après, peut-être si on a le temps, hein, sur d'autres, on rentrera sur des détails plus techniques, mais je vous donne là juste quelques grandes lignes. Je passerai peut-être aux soft skills, en fait, le point qui a été évoqué sur les soft skills qui sont le plus demandés. Alors, sans discussion, sans l'écoute. La première des règles, écoutez. Une écoute active, vraiment une écoute très active. Parce qu'en écoutant l'autre, on se donne toutes les chances pour comprendre en fait le sujet, le projet, pour avoir le maximum d'informations possible. Donc ça, c'est vraiment très important. Ce qui est recherché aujourd'hui aussi, et je rejoins un peu ce que disait M. Aït Ben Yahia tout à l'heure, dans le sens où d'abord, vous n'êtes pas effectivement, et je le rejoins parfaitement, vous n'êtes pas qu'un diplôme. Et puis surtout, c'est que le diplôme, certes, il est important, il est indispensable, c'est la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte et d'accéder. Mais par contre, voilà, son rôle s'arrête là. Donc, ce que recherche en fait un recruteur, et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure en fait le potentiel, c'est toutes les possibilités que vous, en fait, que votre profil pourrait offrir. Et donc, c'est votre capacité à vous adapter. Donc, si je peux m'exprimer autrement, avec la technicité que vous avez acquis pendant toute votre scolarité, hein, d'une manière générale, et avec un peu la personne que vous êtes,
qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Donc, c'est votre capacité à vous adapter à différents environnements. Encore plus pour les jeunes diplômés, parce qu'à la limite, avec quelqu'un qui a une première expérience, je vais aller explorer en fait son expérience professionnelle et puis c'est un peu plus simple de valider ou pas valider. Encore, voilà, j'ai des informations, je connais plus ou moins la structure par laquelle il est passé. En tout cas, j'ai quelques éléments d'information qui vont m'aider dans ma prise de décision en tant que recruteur. Avec un jeune diplômé, c'est un peu plus complexe. Parce qu'à part le diplôme, voilà, je ne peux rien aller valider par mes propres moyens. Donc, ce qui me reste, en fait, c'est tout ce que la personne dégage pendant cet entretien. Je reviens aussi à ce que disait M. Aït Ben Yahya tout à l'heure. C'est vraiment très important, poser les questions pendant les entretiens. Ne serait-ce en fait que dire à l'autre, à votre interlocuteur, que je m'intéresse à vous, puis on reste des humains, ça nous flatte, donc ça nous permet de nous ouvrir aussi un petit peu. C'est une manière de flatter un peu votre interlocuteur en vous montrant, en montrant de l'intérêt à ce qu'il fait, en posant des questions. Après, il faut que ça soit des questions, il faut que vous écoutiez aussi les réponses derrière, parce que ce n'est pas poser des questions pour poser ou la faire genre. Il faut vraiment… C'est pour ça que je reviens encore une fois à l'authenticité et à raconter une histoire, et c'est un moment d'échange. Je pose des questions parce que je veux m'informer, parce que je m'intéresse. Ça peut aboutir sur un poste, sur une collaboration, comme ça peut ne pas aboutir sur une collaboration, mais au moins on se serait connu, on aurait gardé une très bonne impression. Il faut aussi jamais oublier ça, le marché c'est tout petit, vous pouvez rencontrer cette personne aujourd'hui, elle est dans cette entreprise, dans 5-4 ans elle est ailleurs, et voilà, donc jamais oublier cette information aussi. Donc, je parlais donc de l'écoute, de la capacité d'adaptation. On recherche aussi, c'est des compétences qui sont de plus en plus recherchées. C'est la capacité de la personne à analyser une situation, en fait, à pouvoir analyser une situation, saisir un peu les grandes lignes et pouvoir, et on revient à l'adaptabilité aussi, et comment on peut adapter effectivement tout ce qu'on sait pour réussir une situation quelconque. Donc, voilà, en gros, les plus importantes compétences comportementales qui sont recherchées aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, c'est pas du tout exhaustif, c'est quelques compétences, mais pareil, je pourrais vous envoyer à travers M. Aït Ben Yahya peut-être un petit récapitulatif sur ce type de comportement, de compétences comportementales, pardon. J'arrive aussi au point sur comment faire face en fait aussi à un marché du travail qui est quand même un petit peu plus, en fait, un peu complexe, il faut le dire, encore plus malheureusement, sans vouloir décourager nos jeunes diplômés, encore plus difficile pour les sans expérience ou pour la première expérience. Si j'ai un conseil, c'est que ça peut paraître un petit peu simpliste comme conseil. Il ne faut vraiment pas perdre espoir et baisser les bras. Pourquoi? Parce que il faut, en fait, je le disais tout à l'heure, c'est un projet en fait, la recherche d'emploi, et ce n'est pas une action ou deux qui vont vous permettre d'aboutir à coup sûr. Faites-en déjà ces démarches en fait de l'exercice. Il faut multiplier les recherches, il faut saisir toutes les occasions. C'est ce que je conseille et je rejoins aussi un peu ce que disait M. Aït Ben Yahya tout à l'heure. Ne passez à côté d'aucune proposition d'entretien.
ne serait-ce que pour vous exercer. Lisez les annonces, en fait. Il faut les chercher aujourd'hui. Il y a Internet qui facilite énormément les choses. Allez dans les annonces, essayez de chercher celles qui vous parlent le mieux. Mais par contre, prenez aussi le temps de lire très bien les annonces, parce que ça, moi, je vous livre un peu mon expérience de l'autre côté sur des centaines de CV qu'un recruteur reçoit, généralement 10 répondent parfaitement à l'annonce. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le temps d'aller, en fait, de lire l'annonce. Donc ça, c'est un point. Il a parlé aussi tout à l'heure de contrat, de salaire. Je suis parfaitement d'accord, encore plus pour une première expérience. Ce qui est important à garder en tête, c'est ce que vous allez apprendre, où est-ce que vous allez l'apprendre, avec qui vous allez l'apprendre et qu'est-ce que ça va vous apporter. Le contrat, son type, sa nature, c'est des détails. Je veux bien quand vous avez une certaine ancienneté à faire valoir. Effectivement, il y a des droits, des règles, et pour ça, bon, il y a un code du travail qui nous protège. Oui, mais quand on est au tout début de sa carrière, ce qui est important, c'est que c'est ce qu'on a appris, c'est de quoi est-ce que je suis en train de construire et de fournir en fait ma carrière. Le contrat, que ce soit un CDD, un CDI, l'intérim, c'est des détails, c'est un détail administratif. Mais vraiment, si vous devez porter un intérêt particulier, ce serait sur la mission, ce qu'elle va vous permettre d'apprendre et de développer comme compétence. C'est quelle structure, auprès de quelle structure, et encore une fois, pas dans le sens où voilà, je vais cibler des grandes structures ou des petites entreprises. Tout type de structure aura des choses à apporter. C'est juste comment moi, je vais m'adapter, qu'est-ce que je vais apprendre, voilà. Après, idéal, bien sûr, à garder toujours en tête aussi un peu vos ambitions, votre diplôme, votre formation. L'idée non plus, c'est pas de trop s'éloigner de son schéma de carrière, mais par contre, il faut vraiment garder en tête que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Ne serait-ce que pour forger en fait une personnalité et pour justement développer ces soft skills dont on parle, dont tout le monde parle aujourd'hui et qui vont devenir, en fait, qui sont, mais s'ils vont le devenir, ils le sont déjà, c'est la clé, c'est la clé pour réussir un entretien, pour réussir un recrutement. Alors, Monsieur El Hafidi parlait aussi tout à l'heure de préparation, de recherche préalable et de préparation préalable. Oui, bien sûr que oui. Alors, idéalement, oui, c'est encore une fois, on l'a dit, chercher du travail, c'est un travail en soi, c'est un projet. En fait, donc c'est un cas que nous avons en face de nous et qu'il faut mener à bien. Donc, une des phases les plus importantes, c'est toute la préparation en amont. Donc, oui, tant que vous pouvez le faire, renseignez-vous sur l'entreprise, le marché, le secteur, les interlocuteurs pour avoir une idée. Effectivement, aujourd'hui, il y a LinkedIn. En fait, il y a plein de réseaux professionnels qui nous permettent d'avoir quelques éléments d'information. Il ne faut pas non plus trop se noyer dans trop d'informations. Gardez l'essentiel qui peut vous intéresser par rapport au poste, par rapport à vous, par rapport à ce que vous recherchez. Voilà, je pense, je ne sais pas si j'ai apporté un peu… Madame, je souhaite juste compléter, je pense que c'est largement, c'est très complet et on sent en tout cas l'émotion en fait, que vous dégagez par votre exposé. Moi, je rajouterais en fait 2 ou 3 éléments. Le premier élément, c'est que ne restez pas les bras croisés. Donc, c'est le premier sujet.
démarrer la recherche même avant la diplomation. Quand vous faites des recherches, adaptez votre CV et votre lettre de motivation au poste. N'envoyez pas la même lettre de motivation, le même CV à tous les postes, parce que ça se voit. Nous, le recruteur, on le sent, on le voit, et pour moi, je le considère comme une marque de non-respect. Si vous m'envoyez la même chose, c'est du non-respect. Deuxième élément, même si vous n'avez pas encore le travail que vous avez, ayez un job au niveau des associations, par exemple. Ne restez pas sans rien faire. Vous avez terminé votre formation, il ne faut pas rester à la maison. Il faut s'occuper. Et toutes les expériences sont bonnes. Quel est le monde associatif qui demande énormément les jeunes? Rentrez dans une association, même avec un petit salaire, même sans salaire, mais ne restez pas les bras croisés. Ça va vous forger et c'est un élément qui va donner une bonification à votre CV qui n'a pas de prix. Donc, ne restez jamais sans. Vous ne devez pas avoir. Dites-vous que dans votre CV, les creux, en fait, dans votre CV ne peuvent être justifiés que par une maladie. Il n'y a rien d'autre. Vous ne devez pas avoir quelque chose où vous n'avez rien fait. Ça, c'est extrêmement important. Merci. En fait, malheureusement, je suis désolé, je dois vous quitter. J'espère que c'était bénéfique et plein d'enseignements pour vous. Comme la dernière fois, j'ai donné mon adresse mail. Vous pouvez me contacter si vous voulez avoir plus d'éléments en fait, sur ce on vient de voir. Malheureusement, on n'a pas pu dérouler en fait, tout le programme. Merci beaucoup, Khalid, pour votre présence, pour votre disponibilité. Moi-même, j'ai découvert beaucoup d'astuces, beaucoup de choses. Et je crois qu'au nom de tous les étudiants, on vous remercie de partager avec nous toutes ces expériences et ces retours par rapport à vous en tant que recruteur, mais aussi par rapport à acteurs dans notre système économique. Je ne sais pas si l'un de nos étudiants il a un retour quelconque ou une remarque ou une dernière question. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir. Alors, merci beaucoup pour la présentation. J'en ai en fait une petite question en ce qui concerne le CV et la demande de recrutement. Qu'est-ce que vous pensez le mieux? C'est de l'envoyer par une version électronique ou bien d'aller vers l'établissement et poser le dossier? En fait, les deux sont possibles. Moi, si vous voulez maximiser vos chances, il faut faire les deux. Il ne faut pas faire d'économie en fait, sur la transmission de votre demande de candidature. Il faut faire les deux. Je vous conseille aussi, donc, comme je l'ai dit, d'adapter votre CV, votre demande de candidature au poste. Il ne faut pas envoyer des choses qui sont standards. Ça tue en fait le CV. On en reçoit une pile comme ça. On va prendre celle qui est différente des autres piles. Premier sujet. Deuxième sujet, essayez d'envoyer, aujourd'hui c'est possible, on faut essayer d'envoyer votre demande à plusieurs personnes au sein de la même entreprise, de façon électronique. Envoyez là à 2-3 personnes, le DRH, en fait, si c'est un poste de comptable, directeur financier, ainsi de suite. Et ça, vous pouvez faire les recherches pour pouvoir avoir les adresses mail sur Internet. Mais comme on l'a dit, le projet de recherche d'emploi, c'est un projet qui demande du travail. Il ne faut pas le faire dans un café au LED. Il faut se réveiller le matin à 8 heures et dire, voilà mon projet, je dois faire tâche 1, tâche 2, tâche 3, de 8 heures à midi. Ce n'est pas un sujet, c'est tellement important qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais si j'envoie ça fait non, il faut s'organiser. C'est extrêmement important. Et si vous vous organisez,
je suis sûr qu'au bout de 3-4 mois, vous avez votre boulot, votre premier boulot. Mais si vous le prenez à la légère et vous considérez que le fait d'avoir votre diplôme, c'est la fin, ça fait, je dois baisser les bras, le diplôme va faire le reste, là, ce n'est pas vrai. La recherche d'emploi, c'est un projet. Et même là, vous faites tâcher de chaque jour prendre 2 à 3 heures de votre journée qui est consacrée à la recherche d'emploi. Fais-moi les emplois, le CV, je l'adapte, oui, ça va me prendre un quart d'heure, je le fais en un quart d'heure. Mais prendre, alors qu'il Tijari qui recrute, j'envoie les CV, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ça va pas, et vous n'aurez peut-être pas de boulot avec cette approche. J'espère que c'était clair. Merci beaucoup, c'est Khalid. On ne va pas vous prendre plus. Je sais que vous avez d'autres engagements après. Et un grand merci de Madame Zendi aussi pour son intervention, très riche. Et sans oublier Madame Soumia pour l'organisation. Franchement, on est très fiers d'avoir Injaz Maghreb comme partenaire. Et tout ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au profit des étudiants et j'espère qu'ils en profitent un grand max. Merci beaucoup, shukran, ou à la prochaine, Inch'Allah. Une fois, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci Khalid, merci Hafidé. Merci Madame Zendi. Je vous en prie, merci à vous pour votre confiance et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir. Merci à tout le monde. Très bonne journée. Au revoir.